Salut à tous! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du bilan de lecture de janvier, puisque j'ai tourné la première partie qui est sortie lundi dernier. Je vous le remets ici, selon si j'y pense et tout ça. Et là maintenant, il est temps de conclure ce bilan qui aura été fort long parce que j'ai beaucoup lu en janvier. Et puis, on y va, c'est parti. En janvier, j'ai lu Circé de Madeline Miller, qui est une réécriture du mythe de Circé, où on va suivre le personnage de Circé de sa naissance, voire même un petit peu avant sa naissance, jusqu'à un âge assez avancé, puisque c'est une déesse et qu'elle est immortelle, et donc tout ce qui lui arrive. J'en ai pas mal parlé, je sais même plus où j'en ai pas mal parlé, je crois que c'était en vlog. J'ai beaucoup développé le propos, donc si vraiment vous voulez plus de détails, je vous remets ça en barre d'infos, parce que là je vais pas en faire autant. Concrètement, on est dans une réécriture qui, d'une part, si on part sans rentrer dans l'histoire, où on a une plume qui était d'excellente qualité, je trouve, je suis vraiment fan de l'écriture de Madeline Miller. On est dans un genre qui va être un petit peu entre plusieurs genres, puisqu'on va être à la fois dans de la réécriture, on va être à la fois par moment à de courts instants dans un petit côté un peu épique, typique de l'écriture en fait antique et des contes antiques. On va être aussi dans du contemplatif à plein de moments, contemplatif de la nature notamment. On va être dans du drame parfois, on va être dans de la poésie à d'autres moments, on va être dans de la vie du quotidien à plein de moments. Bref, c'est plein de genres mélangés, c'est plein de choses différentes qui vont très bien ensemble. Je trouve que le rythme est très bien fait et très bon parce que moi en tout cas je ne me suis pas ennuyée, mais je peux concevoir si on s'attend à avoir quelque chose comme on peut voir à l'heure actuelle concernant les réécritures de la mythologie, à être déçu parce que ça ne ressemble en rien à tous les young adults qu'on peut voir à l'heure actuelle et c'est pas ce qu'il faut en attendre. Si je dois rentrer dans la structure même et le roman lui-même, j'ai relevé, comme je l'avais dit en vlog, 3 parties. Une partie qui va être la partie de l'enfance et tout ce qui se passe à la cour de son père, le roi Hélios. Une partie qui va être assez conséquente concernant l'exil, donc du début de l'exil de Circé jusqu'à un certain stade que je vais évoquer ensuite, et qui est la plus grosse partie je pense, et une troisième partie qui est une partie que je vais avoir du mal à nommer, mais une espèce de transcendance de l'exil, une espèce de libération totale du personnage de Circé, qui était excellente et qui est un peu une conclusion au livre. Donc moi c'est comme ça que je l'ai vu, après si vous avez un autre découpage ou vous ressentez ça autrement, dites-moi, ça m'intéresse. Les thématiques qui sont abordées, ça va être beaucoup des thématiques en fait très actuelles, sous couvert de réécriture mythologique. C'est-à-dire qu'on va beaucoup parler des femmes, du rôle des femmes, de la place des femmes, du quotidien des femmes, de la vie des femmes, de la sororité, d'histoire d'amour, bref, de tout ce qui concerne les femmes. Et c'est... Ah, j'ai le petit qui est réveillé, je vais y aller. Je conclus rapidement. C'est assez intelligent pour qu'on puisse s'identifier, pour qu'on puisse comprendre les problématiques, les thématiques abordées, qu'on puisse s'identifier à tout ça. Et en même temps, il y a toujours ce truc hyper brillant, hyper intéressant de la mythologie, de ce monde très particulier qu'est le monde des dieux. Et petit aparté sur les dieux, ne vous attendez pas à des dieux sympathiques comme encore une fois on peut en voir à l'heure actuelle dans les réécritures. On est sur des dieux qui ressemblent aux dieux antiques tels qu'ils étaient décrits dans l'Iliade, l'Odyssée, etc. Donc des dieux égoïstes, égocentriques, cruels, qui ne suivent que leurs propres intérêts, qui n'aiment qu'eux-mêmes, qui ne sont intéressés que par eux-mêmes, qui suivent leurs envies, peu importe ce qu'en coûte leur choix. Et vraiment, on n'est pas sur... Ils sont pas méchants, enfin si, ils sont quand même assez cruels, mais c'est pas cruel pour être cruel en soi, bien que c'est discutable. C'est vraiment une forme d'égocentrisme poussé à son paroxysme. Voilà. Donc, je vous invite vraiment à découvrir Circé, mais ne vous attendez pas à un truc hyper épique avec beaucoup d'aventures, ne vous attendez pas à quelque chose où il va se passer des milliards de choses parce que c'est pas du tout ça, c'est pas du tout le propos. Je pense vraiment qu'il faut le voir comme une volonté de parler des femmes et à travers le personnage de Circé et une volonté de traiter de sujets actuels à travers la réécriture sous couvert de réécriture mythologique. C'est tout pour Circé. On passe à la lecture suivante. Donc ensuite, en janvier, j'ai lu le tome 1 du Prince captif qui s'appelle L'esclave, je crois.
de CS Pacat. J'en ai parlé plein de fois depuis, donc je vais aller assez rapidement. On suit deux royaumes, donc le royaume de Verre et le royaume d'Akielos. Le royaume d'Akielos ressemble très fortement à un royaume plutôt grec, je dirais, grec antique. Et le royaume de Verre a un côté un petit peu plus nordique, renaissance peut-être, quelque chose comme ça. Bref, ces deux royaumes qui sont ennemis, qui se font la guerre depuis très longtemps. Et il va y avoir un renversement de pouvoir à Akielos, puisque le roi, qui était assez âgé, meurt, et que le prince héritier disparaît, ou du moins est considéré comme décédé. Et donc le demi-frère, qui n'était pas franchement prévu pour être héritier parce que c'est un eh bien, prend le pouvoir. Voilà, on apprend très rapidement tout ça. On apprend aussi que Damianos, le prince héritier, en fait, a été envoyé comme esclave au prince Laurent, donc au prince de Verre, alors que Verre est sous régence de l'oncle de Laurent, puisqu'il n'a pas atteint l'âge pour régner. Ça, c'est le schéma très grossier de l'histoire. Donc, Damianos, qui est surnommé Damen, est esclave de Laurent, qui, durant ce tome 1, le maltraite de toutes les façons possibles, et qui n'est pas fan d'avoir un esclave d'Akielos, puisque lui a perdu son frère a été assassiné par le prince Damianos, et donc il a une certaine rage, colère envers et le prince et le pays. Voilà. Dans le tome 1, Laurent ne sait pas que Damen est Damianos en réalité, du moins il n'en parle jamais. Donc ça c'est le schéma, Damen est dans un schéma de survie avec tout ça, et en même temps on sent dès le début, et on le sait je pense, qu'il va y avoir potentiellement une romance entre les deux, alors que ça semble assez impossible. J'ai beaucoup aimé l'écriture de CS Pacat, qui est vraiment à mon sens une autrice avec un talent incroyable pour décrire et inventer des personnages qui évoluent, et surtout où on voit une facette et petit à petit d'autres facettes apparaissent. Il y a vraiment un talent à ce niveau-là, au niveau de la création des personnages qui est assez incroyable, même si dans l'ensemble, vu qu'on suit beaucoup l'intériorité, et d'ailleurs exclusivement l'intériorité de Damen, avec lui ça paraît plus clair, avec Laurent évidemment c'est beaucoup plus compliqué. Si j'ai un gros point négatif à dire, et c'est vraiment ce que je retiens de ce tome 1, c'est qu'il y a des scènes explicites, très explicites de viol qui, moi, m'ont énormément dérangée. Pourquoi ? Parce que ça ne sert absolument pas le récit, ni la psychologie des personnages. Je pense que si on était passé... Enfin, ces scènes auraient pu arriver sans être décrites dans les moindres détails. Ça aurait été largement suffisant, et j'ai eu la sensation en lisant ça qu'il y avait un côté racoleur à la chose, et ça m'a déplu fortement. Heureusement pour moi, j'ai enchaîné avec la lecture du tome 2 qui était bien supérieur à tous les niveaux, et où on se passe de tout ça, mais je reviendrai sur le tome 2 dans le point lecture de février, puisque je l'ai terminé en février. Si je dois vous faire une grosse conclusion sur Prince Cruel de CS Pacat, lisez le 1 et le 2 comme un seul volume, de manière à ne pas rester bloqué sur ce premier volume qui à mon sens est bien en dessous, et malheureusement dessert la trilogie, parce que du coup moi j'aurais pu, si j'avais pas été un peu prévenue, je pense que je me serais arrêtée là, ça m'aurait trop saoulée. Et heureusement à la fin il y a un plot twist qui donne envie déjà, et puis surtout la suite est excellente. Donc ne vous cantonnez pas au 1, lisez le 1 et le 2, parce qu'ensuite ça devient vraiment très bon. En janvier, j'ai également lu La justice de l'ancillaire, qui est le tome 1 des Chroniques du Ratch, écrit par Anne Leckie, qui est de la SF, de la bonne SF. Je vous en ai parlé en vlog à de nombreuses reprises, donc je vais aller assez vite. On va suivre une intelligence artificielle qui, jusqu'à présent, faisait partie d'un tout. Donc en fait, un même esprit dans 20 corps physiques humains différents et dans un vaisseau spatial. On était sur une intelligence artificielle qui avait vue partout, oreille partout, qui avait quand même un contrôle, un pouvoir et beaucoup de capacités, et qui, en fait, quand on commence le roman, eh bien, se retrouve dans un seul corps, bloqué dans un seul corps et avec des capacités forcément réduites, chose que notre intelligence artificielle vit très mal. Donc, ce qui se passe dans ce tome 1, c'est que l'IA que l'on suit va à un objectif, à un but qui ne nous est pas tout de suite donné et qu'on va découvrir au fur et à mesure, et va poursuivre cet objectif. En route, dès le début, je crois que ça arrive dès le début, elle rencontre, alors je dis elle parce que intelligence artificielle, mais parce que tous les personnages sont genrés au féminin dans le livre. Donc elle rencontre un personnage qui est dans le caniveau, qu'elle sauve et qu'elle reconnaît comme être
un ancien commandant, capitaine, quand elle était encore un vaisseau. On va suivre ces deux personnages, leurs histoires, leurs aventures, et je vais pas vous en dire plus parce que c'est à découvrir. Le petit est réveillé, donc il y a peut-être des bruits parasites qui vont... Enfin, non pas que mon enfant soit parasite, hein, mais des bruits parasites qui vont perturber tout ça. Bon, on va essayer de s'en sortir. Bref, dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé cette lecture, bien qu'elle n'était pas très très claire pour moi. Pas que pour moi, je pense. Il y avait plein de moments où c'était un peu nébuleux. Et même si j'ai adoré les suivre, tout ça, même si j'ai adoré l'aventure et j'étais à fond dedans, je pense que je n'ai pas tout saisi. Mais j'ai le tome 2 dans ma palle que je dois lire. J'ai vraiment hâte de continuer cette lecture parce qu'apparemment le tome 2 éclaire pas mal de choses et est beaucoup plus accessible. Donc j'ai vraiment hâte de m'y mettre, mais là je n'ai pas le temps puisque jeudi je pars. Donc c'est pas grave, ça sera à mon retour. Je vais pas m'étendre beaucoup plus parce que j'en ai beaucoup parlé, je vous remets ça en barre d'infos. Et puis surtout parce que, comme je vous dis, c'est pas forcément très clair pour moi sur plein de points, donc je vais pas dire de bêtises. Mais sachez que j'ai adoré cette lecture, ça a été un challenge pour moi que j'ai relevé avec plaisir et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait. En janvier, en lecture commune avec Pénélope, nous avons lu Tress de la mer émeraude de Brandon Sanderson, qui est donc le projet secret numéro 1 de l'auteur. Je vous laisse vous renseigner sur tout ça si ça vous intéresse parce que je ne vais pas tout refaire le speech. Encore une fois, j'en ai parlé, je vous remets en barre d'infos le ou les vlogs dans lesquels j'en parle. C'était un objet livre que j'ai trouvé magnifique parce que, en fait, déjà les pages, le papier est clairement de qualité, je trouve. Et surtout, c'est une édition qui est illustrée, très bien illustrée, très très belle. Je ne sais pas ce que donne la version brochée. Si vous avez la version brochée et que vous... Voilà, dites-moi si c'est illustré ou si c'est juste en noir et blanc. Enfin, je sais pas, dites-moi ça. Toujours est-il que je ne regrette pas les 30 € investis dans ce livre. D'une part parce que c'était un chèque cadeau, donc c'est comme si c'était un cadeau. D'autre part parce que j'ai tellement adoré ma lecture. C'était tellement bien que je sais que je vais acheter tous les projets secrets, bien qu'ils soient assez onéreux. La seule chose que je regrette dans cette édition, c'est ce vert jaune, enfin l'association de ces deux couleurs qui, à mon sens, n'est pas des plus heureuses, mais c'est pas grave parce qu'il est quand même très joli et que il me plaît bien, voilà. Bref, dans Tress de la mer émeraude, on va suivre le personnage de Tress, qui est une jeune fille tout à fait banale et normale, qui est amoureuse du fils du duc de leur île, je crois, et lui-même, de toute évidence, a des sentiments pour elle. Sauf que malheureusement, un jour, son père, qui découvre un peu cette relation, décide d'éloigner son fils, que le jeune homme disparaît, et que Tress décide de partir le rechercher. Voilà. C'est le résumé très court, très simple du tout début, hein, concrètement. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus sur le résumé parce que je pense que c'est bien de le découvrir voilà, tel quel. Enfin, comme toujours, vous me direz, c'est ce que je dis à chaque fois, quasiment. Mais sachez qu'on va être dans un côté très conte en termes de narration, dans un aspect assez pirate. Alors moi qui suis pas forcément sensible à tout ce qui est piraterie, univers de pirates, là c'est passé tout seul parce que ça avait ce côté, alors c'est ce que moi j'appelle le côté Becky Chambers, très très doudou, très très respectueux, avec des belles histoires d'amitié. Il y a une histoire d'amour qui motive l'aventure, mais en fait tout le long, ce qu'on suit, c'est des histoires d'amitié et de très très belles histoires d'amitié qui se créent, qui se façonnent, qui ne sont pas forcément évidentes et c'était génial, j'ai adoré cette lecture, j'ai adoré les personnages, tous les personnages, j'ai adoré le narrateur qui est assez incisif et qui vous sort parfois du récit et vous oblige à être un lecteur un peu actif, qui parfois vous tease et parfois vous donne des réponses qui ne sont pas à proprement parler dans ce qui se passe, voilà, qui est très présent. Moi j'aime bien ce genre de narration, c'est quelque chose qui en général me plaît, surtout quand c'est bien dosé. On sait tous que Brandon Sanderson, c'est un auteur excellent, qui a un talent incroyable, qui est, enfin voilà, que moi en tout cas j'adore énormément. Et je n'ai pas du tout été déçue, ça sort de tout ce que j'ai pu lire de lui jusqu'à présent. C'était vraiment incroyable et je n'ai qu'une envie, c'est d'avoir le projet secret numéro 2 qui sort le 12 avril. Donc on en a encore pour un petit peu moins de 2 mois maintenant. J'ai hâte, j'espère que ça se fera en lecture commune avec Pénélope encore une fois parce que c'est toujours un plaisir de lire ce genre de...
enfin d'ailleurs n'importe quelle lecture commune avec elle, mais notamment ce genre de récit hyper agréable, hyper doux, enfin voilà. C'était vraiment trop chouette. Je vais pas être hyper éloquente parce que j'en ai pas mal parlé. Je vous remets aussi la vidéo où Juliette en parle parce qu'elle en parle très très bien. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, parce que finalement, je n'ai pas vu beaucoup d'avis passer sur 13 de la mer Émeraude. J'ai vu beaucoup de gens l'acheter, mais j'ai pas vu beaucoup d'avis et je suis curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. Suite à la lecture commune de 13 de la mer Émeraude avec Pénélope, on a enchaîné sur L'impératrice du sel et de la fortune de Niveau, qui est une publication La Talente que moi j'ai acheté en hardback parce que la différence de prix entre le brochet et le hardback était si peu importante que je me suis dit que ça valait plutôt le coup parce qu'il est très joli. Voilà. Donc dans cette saga, donc c'est une saga, la saga s'appelle Les archives de Colline Chantante, je crois. Nous suivons, en tout cas pour ce volume, le personnage de Chi, qui est une moine qui travaille pour Colline Chantante et qui eh bien, écrit les mémoires, écrit des choses voilà, pour conserver en fait des archives du passé. Je dis une parce que tout au long du livre, elle est, il, du coup je vais dire, est genré de manière totalement aléatoire au féminin et au masculin, et Pénélope a demandé à la librairie La Talente si c'était enfin voilà pourquoi, et c'est un choix volontaire et je pense que ça se défend bien que ce soit un petit peu déstabilisant au début. Donc Chi va arriver dans un espèce de palais désaffecté mais quand même un peu entretenu, enfin pas non plus totalement abandonné, et il trouve une vieille femme qui se fait appeler Lapin et qui va lui raconter l'histoire de l'impératrice du sel et de la fortune, qui a vécu dans ce palais il y a très très longtemps et qui était sa servante et certainement aussi on peut dire une amie. C'était une lecture hyper intéressante parce que tout l'aspect où on est dans le présent avec Chi et Lapin est hyper doux, hyper délicat, hyper sensoriel, sensuel je pourrais dire, sensuel au sens premier du terme, et tout ce qui va être dans le passé avec l'impératrice eh bien est beaucoup plus dur, et en même temps le personnage est tellement puissant, celui de l'impératrice. C'était vraiment un décalage entre le présent et le récit du passé qui était appréciable, qui était bien écrit. J'ai accroché à fond, ça se lit super vite, c'est tout petit, hein. Ça se lit vraiment super vite. J'ai adoré cette lecture, je pense que Pénélope aussi. J'ai hâte d'avoir la suite. En général, quand on est sur une saga, c'est plus ou moins une traduction par an, voilà, quelque chose comme ça. Donc on verra pour la suite. Je pense qu'à chaque fois, on va suivre un petit peu ce schéma de récits qui sont notés et conservés. Toujours est-il que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ça change un peu à la fois d'univers, hein, c'est pas de l'occidental et ça fait du bien. C'est à découvrir. Ensuite, j'ai terminé le mois de janvier sur 2 lectures graphiques, toutes les deux du même illustrateur, à savoir Stéphane Fer. Donc j'ai lu Peau de mille bêtes, qui est une espèce de réécriture de Peau d'âne dans un univers un peu plus fantasy, où on va suivre un personnage féminin hyper intéressant, hyper fort, où on va suivre des problématiques très intéressantes. Il y a plein de choses de dénoncer dans ce livre, notamment le traitement des femmes, notamment le respect de la volonté d'autrui. C'était vraiment une lecture très enrichissante. Je pense me l'offrir pour l'avoir chez moi tout le temps. Si vous aimez les problématiques concernant les femmes et le sexisme, c'est hyper intéressant. Et en même temps, c'est dans un univers de fantasy, donc c'est un peu particulier. Enfin bref, je vous remets le vlog où j'en parle et je vous montre des images. Ça sera beaucoup plus parlant. Et la 14e et dernière lecture, aussi illustrée par Stéphane Fer et scénarisée par Wilfried Lupano, c'était Blanc autour, qu'on a vu beaucoup passer. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je l'ai emprunté, parce que j'en ai entendu beaucoup parler, qui va parler de la première école de jeunes femmes noires aux États-Unis, et on va suivre un petit peu sa création et ce que ça implique de se retrouver là-bas, puisque vous imaginez bien que les Blancs du comté n'étaient pas ravis de voir une école pour jeunes femmes noires, une école pour noirs tout court, et qu'il y avait un fort racisme à cette époque qui était assez terrible. Je trouve que le sujet est bien traité parce que ça va parler de tout ça, ça va parler des violences qui sont faites et des violences que subissent les noirs et particulièrement les femmes noires, mais en même temps on n'est pas dans du trash. Ça dénonce, je trouve, suffisamment pour pas que ça soit pris à la légère, mais en même temps c'est pas non plus hyper violent. C'est très intéressant, c'est très instructif. À la fin, il y a un petit dossier sur ces femmes blanches qui ont ouvert la première école pour femmes noires. C'est vraiment une très bonne lecture. Et pareil, je serais ravie de l'avoir chez moi parce que j'aimerais beaucoup le relire et que j'ai beaucoup aimé et le scénario et les illustrations. Donc voilà.
J'aimerais beaucoup découvrir Morgane de Stéphane Fer aussi, je ne l'ai pas trouvé à la médiathèque, mais à l'occasion, si je le trouve, pourquoi pas. Donc, c'est tout pour mes lectures de janvier, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai bien fait de couper la vidéo en deux, puisque sinon on aurait été sur une vidéo, je pense, d'une 50aine de minutes. Ça aurait été un peu indigeste, et puis pour moi, à filmer, c'est un peu pénible au bout d'un moment. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je sais que c'est un petit peu le cliché YouTube de dire ça, mais n'en doutez pas, c'est totalement vrai. Ça fait plaisir quand on crée du contenu. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus, c'est que vous me disiez si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé, que votre avis soit similaire ou totalement différent du mien. Ça m'intéresse toujours d'avoir des points de vue différents et parfois de m'intéresser du coup à des thématiques à côté desquelles j'ai pu passer. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite plein de bonnes lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!